Bonjour, allô. Avez-vous entendu parler du nouveau livre de Daniel Cohn-Bendit? Il vient de publier un livre d'entretien avec la journaliste Marion van Rantagem, intitulé Souvenirs d'un apatride. Mais avant de vous parler de ce livre, je dois commencer par une petite anecdote personnelle. J'étais une jeune journaliste et ancien élève de l'Institut de sciences politiques de Freie Université de Berlin, assez à gauche, et était déjà fascinée par l'engagement de Cohn-Bendit. J'étais très heureuse de pouvoir l'interviewer en 2014, la semaine même où il faisait ses adieux au Parlement européen. Il y avait passé 20 ans en tant que député et avait certainement encore un pied dans les débats européens actuels à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à l'interroger sur la période mythique de 1968. Au bout de quelques minutes, il m'a dit avec indignation que si je lui posais encore une question sur cette période, il mettrait fin à l'interview. C'était sans doute irrespectueux de ma part de lui poser à ce moment-là, ne serait-ce que quelques questions sur ce passé lointain et non sur son état d'esprit à la fin d'une autre période importante de sa vie. Mais depuis lors, il a compris que ces quelques mois ont laissé des traces très profondes dans la société et pas seulement en 1968. Même une génération plus tard, il est impossible de mener un interview sans évoquer ce chapitre. Après une brève introduction à l'histoire de la famille, on lit bien sûr son bilan des années 1968. Le livre commence en fait par une introspection sur l'identité. Après le 7 octobre, il s'est senti juif. Nous, les Juifs, nous sommes seuls, dit-il, en ajoutant que jamais avant il n'avait pensé nous en parlant des Juifs. La relégation jouait aucun rôle dans la famille, même si la mère sioniste de gauche allait à la synagogue lors des grandes fêtes. Après la Seconde Guerre mondiale, sa mère et son frère restent à Paris, tandis que son père retourne en Allemagne avec Dani. Le père choisit comme lieu de résidence son ancienne ville de Francfort-sur-le-Main, où il avait son cabinet. Dani déteste l'Allemagne. Il le voit comme une prison où il rôde des nazis déguisés. Il a seulement 18 ans où il se retrouve déjà comme orphelin. Ses parents sont éteints l'un après l'autre dans un court laps de temps. Cohn-Bendit doit encore passer 2 ans au lycée à cause du changement de pays et du système scolaire différent. Et c'est à cette époque où il devient politique. Il fait des discours, invente la campagne électorale au lycée et devient le plus jeune président du Parlement des élèves. Pour l'université, il quitte l'Allemagne pour Paris. Il se retrouve soudainement dans le mouvement des étudiants de 1968 dont il devient le leader. Il était sans complexe, avec l'ambition permanente de s'amuser en défiant politiquement tout le monde. Comme il disait, il n'a pas révolté contre ses parents, déjà pour les raisons décrites, mais contre la société. En fait, la société allemande a refusé de se confronter réellement à son histoire avant 1968. Et cette confrontation avec le passé national-socialiste sera donc un élément important du mouvement allemand de 1968. Dani a songé d'une société profondément libérale. Aujourd'hui, tout le monde connaît la photo iconique signée par Gilles Caron où on voit Cohn-Bendit en souriant un policier casqué devant la Sorbonne le 6 mai 1968. À 23 ans, il est devenu une star, connu dans le monde entier, et comme il a reconnu,
il a perdu les pédales. Après un mauvais geste avec lequel il voulait raccourcir le drapeau français et en fait seulement un drapeau rouge symbolique, il a été expulsé de France. Cependant, les étudiants manifestent et sympathisent avec lui. Nous sommes tous les Juifs allemands. On pouvait lire sur les pancartes. Et lui, en même temps, se sentait perturbé. Il se souvient que lui, il ne se voyait à l'époque ni comme un Juif, ni comme un Allemand. Il se retrouve être le symbole des Juifs allemands. C'était absurde. Quelque temps après son expulsion, avec l'aide de quelques amis, il a pu rentrer illégalement en France, s'est même rendu à la Sorbonne pour une manifestation, mais a voulu finalement rentrer en Allemagne au bout d'une semaine et ne pas continuer à vivre incognito. Le problème des Juifs se voit dans sa vie, l'éternel recommencement. Dès que l'on est quelque part, il faut être prêt à s'enfuir. Et il se sentait entre deux chaises. En France, il était un anarchiste allemand, en Allemagne, un gauchiste français. Dans ce livre, Daniel Cohn-Bendit parle bien entendu aussi de son ami Joschka Fischer, avec qui il fondait le Parti des Verts, Die Grünen, et qui est devenu ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Gerhard Schröder, issu du Parti social-démocrate. De longs chapitres sont consacrés à ces 20 années entre 1994 et 2014, où il était député au Parlement européen. C'est après cette période qu'il rencontre Emmanuel Macron en 2016. Leur échange débute lors d'un débat à Sciences Po sur les conséquences du Brexit. Ils étaient sur le même longueur d'onde. Daniel a conseillé le futur président à plusieurs reprises, mais il le considère aujourd'hui plutôt comme un dragueur intellectuel. Il le compare certes à l'ancien chancelier social-démocrate Willy Brandt, qui n'a pas pu tenir ses promesses à un moment donné et n'a pas répondu aux attentes, mais cette comparaison devient plus que pertinente si nous considérons, sans que Cohn-Bendit ne l'a dit, que tous deux se sont retrouvés dans une situation où ils ont dû agir différemment de ce qu'ils étaient censés faire. Brandt a dû, et c'est ce que Cohn-Bendit indique, renvoyer les membres d'organisations extrémistes de la fonction publique par le décret contre les radicaux, le Radikalerlass. Ce que Cohn-Bendit ne dit pas, c'est que Brandt a dû appliquer cette loi qui existait pourtant déjà en substance depuis Adenauer et son interdiction du KPD de 1956, dans le cas des poursuites et des procès contre les membres du groupe terroriste d'extrême gauche RAF. Pour finir, il parle de l'automne 2024 qui était politiquement calamiteux et il voudrait encore continuer, mais il faut arrêter quelque part. Entre deux histoires, nous apprenons également qu'il vit certes à Francfort, mais il continue à soutenir l'équipe de France et non la Mannschaft. L'élan de Cohn-Bendit est cependant entraînant et nous aimerions continuer à l'écouter, à lire son discours passionné et espérons que dans quelques années, nous allons de nouveau entendre de lui. Lisez donc ce livre dont les passages s'écoulent parfois librement et sans retenue, mais qui évoquent tant d'événements et font revivre tant de souvenirs. Je vous souhaite une bonne lecture.